Sur nos écrans, dans la rue, dans les journaux, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, la publicité est partout, impossible de lui échapper. Dans notre pays, les investissements publicitaires pèsent plusieurs milliards d'euros. Avec des sommes aussi colossales, quelles sont les limites? Jusqu'où peut aller la puissance de certains annonceurs? Réponse tout de suite avec l'enquête d'Aurélie Fogli et de Guillaume Volner. Je suis très très content de cette voiture, on s'y sent bien, on est en sécurité et on a tout le confort d'une voiture neuve puisqu'elle l'est. Être au volant d'une voiture neuve, jusqu'à l'an dernier pour Christophe, c'était encore inimaginable. De base, une voiture quand on l'achète, c'est un emprunt en général c'est 200-230 € par mois. Si vous rajoutez, en tout cas dans mon cas pour un jeune conducteur, une assurance Omnium c'est entre 1000 et 1700 € par an, donc là le calcul est vite fait. Trop cher, Christophe a donc trouvé une solution originale. Cette voiture, il la loue, 285 € par mois tout compris sauf l'essence. Moins cher que les prix du marché car sur sa voiture, il y a de la publicité, les logos d'une société de carrelage de sa région avec laquelle il n'a rien à voir. La mission de Christophe, conduire et ainsi être vu, voilà qui paraît simple. Sauf que dans son contrat, il y a aussi quelques obligations. Par exemple, donc une conduite en bon père de famille, respecter les limitations de vitesse, ne pas conduire comme Schumacher. Et pour s'en assurer, quelque part derrière le tableau de bord se cache un mouchard. Un boîtier GPS enregistre tous les déplacements de Christophe et les transmet aux responsables de la société qui organise ce leasing un peu particulier. Par exemple, celui-ci, il a parcouru le centre de Namur très régulier. Et c'est naturellement ce que veut l'annonceur qui voulait, par exemple, ici être présent à Namurville. Au total, une centaine d'automobilistes sont suivis à la trace. Les annonceurs, qui payent jusqu'à 500 € par mois pour ce service, reçoivent ainsi des rapports réguliers. Réguliers mais non détaillés. Pas question donc pour la société d'entorse à la vie privée. Et de toute façon, Christophe, lui, y trouve son compte. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Ça fait partie du job, de mon job, entre guillemets, de montrer à l'annonceur où a été vue son annonce. Le concept a séduit plus de 2000 candidats conducteurs. Reste à trouver autant d'annonceurs pour sponsoriser leur voiture. L'image prête à sourire, elle témoigne d'une réalité. Aujourd'hui, la publicité est partout, dans notre quotidien, nos rues, nos journaux. Elle est incontournable et pour certains, indispensable. La pub, c'est le sponsor de la démocratie. La publicité, c'est un accélérateur de l'économie. C'est quelque chose d'extrêmement positif. En Belgique, cet accélérateur pèse rien moins que 4 milliards d'euros, une coquette somme aux mains des annonceurs. Je ne vois pas ça comme une bataille. Alors vraiment pas, non, au contraire, je vois ça presque comme un jeu. Est-ce qu'il y a des limites? Non. Mais dans ce jeu sans limite, tous les acteurs n'ont pas le même poids. La RTBF n'est pas une structure qui vit sur une île avec une espèce de source naturelle de moyens et de ressources financières. Il faut séduire l'annonceur. Nuit et jour. Et pour séduire, certains n'hésitent pas à aller très loin. Le contenu vient d'un annonceur, mais est réécrit par un journaliste freelance de chez nous. Aujourd'hui, tout le monde veut sa part du gâteau, les médias, les villes ou encore les particuliers. Mais le jeu en vaut-il toujours la chandelle? C'était une histoire sans problème jusqu'au jour où on avait vu une pub pour le Vlaams Belang. Ça n'excite personne au-delà de la redevance de se dire qu'on va décorer sa ville avec le nouveau produit laitier, le nouveau produit ménager, la nouvelle voiture. Nous avons enquêté dans le milieu de la publicité, rencontré les différents maillons de cette grande chaîne pour répondre à cette question. La pub peut-elle tout acheter? Bienvenue dans le petit monde de la publicité. Ce soir-là, tout le gratin du secteur se presse aux portes de l'Imagibraine pour la soirée des AMA Awards. Sorte d'Oscar belge de la pub, cette cérémonie récompense les meilleures stratégies de diffusion publicitaire. Plus de 500 invités sont attendus. Dans la salle, les maîtres de cérémonie, une ancienne Miss Belgique et une star de la télé répètent une dernière fois. C'est une nouvelle catégorie, quoi. Pas de place ici pour l'à peu près. L'événement se veut prestigieux.
on est dans les médias. Ce soir, il y aura le directeur de VTM dans la salle, il y a le patron de RMB, il y a des gens de la RTBF. Ces gens sont habitués à faire des médias, à faire des bons spots, et donc on ne peut pas honorer leur prestige et leur travail en faisant bêtement un barbecue. Ce sera donc champagne, petit four et ambiance décontractée. L'occasion peut-être de parler budget publicitaire, pas vraiment. Lorsque nous tentons d'interroger les annonceurs invités, l'opacité est totale. Le budget, c'est de combien? Vous savez pas ou vous n'avez pas envie de le dire Je peux pas le dire. Ce sont des campagnes avec des budgets considérables, mais je ne vais pas dévoiler le prix que nous payons. Mais vous me donnerez un chiffre ou pas? Non. Si on regarde les 4 derniers mois de l'année, donc fin septembre jusqu'à décembre, je pense qu'on a investi pour quelques dizaines de millions d'euros. Les chiffres précis resteront donc confidentiels, mais pour se faire une idée, il existe tout de même une estimation des dépenses de diffusion publicitaire réalisée par l'Institut Nielsen. Hors rabais éventuel, en 2014, la directrice marketing d'Unilever a ainsi déboursé 75 millions, plus que les 61 millions de son homologue chez Coca, ou que les 33 millions de Mercedes. Des budgets considérables pour lesquels rien n'est laissé au hasard. Nous le constaterons vite, chaque euro investi doit rapporter. Mais tout d'abord, voyons comment les annonceurs dépensent de telles sommes. Carrefour a accepté de nous ouvrir les portes d'un supermarché. Il est 7 h du matin un dimanche. Dans les rayons, les créatifs d'une agence de pub préparent le décor de la prochaine campagne TV. Combien de plans aujourd'hui? 8 plans à faire? 10 plans à faire, donc je crois à 8 heures, quelque chose comme ça. Faire 10 photos en quelque sorte. Oui, ça prend un peu de temps. Pendant ce tournage, la responsable de communication de Carrefour veille au grain. Rien ne peut se faire sans son aval. Donc le premier shot, tout est clair, net. Là, je suis d'accord, mais moi, je me demandais si c'était... Ça, on peut faire un peu plus. D'accord. Ouais. Carrefour est l'un des grands annonceurs du pays. Ses dépenses sont estimées à 34 millions l'an dernier. Alors, combien lui coûte ce spot? Sans surprise, ici non plus, nous n'aurons pas de réponse. Tout juste apprend-on que les temps sont durs. Ici, on trouve tout pour tous. Et pour les parents, bam! On ne communique jamais ces budgets, mais disons qu'elles nous coûtent déjà bien moins cher qu'une autre production et elles nous coûtent déjà bien moins cher qu'il y a 10 ans. Les budgets en production, on les a réduits. En achat média, ils restent un peu les mêmes, mais qui fait qu'aujourd'hui, on dépense bien moins. Dans le milieu, on évoque une moyenne de 100 000 € par spot, uniquement pour la production. Presque un détail, car aujourd'hui, 80% du budget d'un annonceur sert en fait à diffuser sa publicité. Par exemple, pour Carrefour, un seul passage autour de la météo peut coûter jusqu'à 5 000 €. Une page de quotidien, 26 000 €. 3 000 panneaux en Belgique pendant une semaine, plus de 200 000 €. Space est la première agence média du pays. C'est à elle que les annonceurs confient la lourde tâche de placer leurs pubs aux meilleurs endroits. Ici, on le sait, avec de telles sommes en jeu, mieux vaut toucher la cible visée, sous peine de fâcher des annonceurs très exigeants. C'est pas le monde de Bibi, hein, donc écoutez, ni le milieu de la finance, ni celui de la distribution, ni celui de l'automobile sont des mondes gentils. Et donc nous travaillons quelque part en sous-traitance par rapport à tous ces mondes-là. Et donc forcément, cette dureté-là se répercute chez nous. Pas le monde de Oui, cela se voit. Le moindre euro est négocié. Ainsi en télé, le prix de diffusion d'un spot dépend du nombre de téléspectateurs. Alors ici, on suit les audiences presque en temps réel. Et si une émission n'atteint pas les scores annoncés, l'agence n'hésite pas à réclamer son dû. À ce moment-là, nous, on va appeler la régie et faire une demande de compensation. Et cette compensation va être le plus souvent prise sous la forme d'espaces gratuits. Donc ils vont nous donner un montant à dépenser effectivement sur d'autres écrans qu'on pourra acheter gratuitement pour compenser justement le fait qu'on ait pas assez de pression sur l'écran qui n'a pas marché. Mais alors, les annonceurs dictent-ils leurs lois? Toutes chaînes confondues, en 2014, la télé a capté 1,5 milliard d'investissements publicitaires, un revenu essentiel pour les télés privées mais aussi publiques.
Si la pub ne représente que 21% du budget de la RTBF, impossible pour elle de s'en passer. Si ces 60 millions disparaissaient, ça aurait deux conséquences. La nécessité de se séparer d'un ensemble de collaborateurs importants et l'impossibilité d'acquérir des droits dans un certain nombre de domaines. Le plus bel exemple, The Voice Belgique. une émission de divertissement impayable sans la publicité. C'est notamment pour elle que la RTBF s'est battue afin de pouvoir faire du placement de produits. Regardez cette scène, une arrivée pour le moins orchestrée. La voiture a payé pour être là, le soda aussi. Pas mal, c'est bien. Une méthode très appréciée des annonceurs qui décidément se voient offrir dans The Voice une place de premier choix. Les spectateurs sont invités à vous proposer des totems sur le site de la RTBF, rtbf.be. Mais tous les programmes de la RTBF ne sont pas aussi avenants aux yeux des annonceurs, surtout quand il est question d'émissions d'information. Il est 18h30, bonsoir tout le monde, vous regardez On n'est pas des pigeons. Sur le plateau d'On n'est pas des pigeons, on parle consommation sans langue de bois et on l'assure, sans jamais se soucier des marques. D'ailleurs, au moment des pubs en coulisses, voici ce qu'il se passe. Quand c'est la pub, en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais chez nous, c'est des barres couleurs, donc je ne sais absolument pas quelles publicités vont passer. Il se peut très bien que dans la pub, il y a peut-être un produit dont on a parlé avant ou dont on parlera après, donc nous, ça nous laisse quand même beaucoup de liberté. Une liberté de ton qui n'est pas du goût de tous les annonceurs. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais une publicité pour Carrefour autour de cette émission. Est-ce que par exemple Carrefour peut mettre ses publicités au milieu d'émissions comme ça de consommation critique ? Est-ce qu'on va le faire? Non, il y a plutôt avec, par exemple, des programmes comme, ou des émissions comme On n'est pas des pigeons. C'est surtout être ouvert avec eux et c'est surtout partager avec eux des messages et leur faire comprendre qu'on est là pour eux. On ne va pas payer de la pub à ce moment-là, mais on va plutôt avoir un contact direct avec les rédactions. On va parler avec eux et si on doit répondre à une question, on le fera ouvertement. Les annonceurs n'aiment pas être égratignés. Certains mécontents n'hésitent d'ailleurs pas à remonter très haut. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des réclamations de la part des annonceurs? Bien sûr. Des questions, des réclamations qui peuvent prendre des voies, je dirais, cordiales. Un coup de téléphone, une discussion lors d'une rencontre, qui peuvent prendre parfois des voies juridiques, papier d'avocat nous disant pas question que vous sortiez ceci ou si vous faites ça, on va vous demander des dommages. Parfois des pressions de nature plus économique. Ceci, vous avez fait ceci ou vous allez faire cela, on va retirer nos budgets publicitaires. Ça arrive. Et ça a déjà été fait? Bien sûr, bien sûr. Des cas rares, précise-t-on. Mais au jour le jour, les relations sont-elles plus simples? Pour le savoir, nous allons à la Libre Belgique. Sans pub, un numéro de ce quotidien coûterait près de 2 fois plus. Alors ici, on le répète, la pub est vitale et cela se voit. À la rédaction, la journée commence par la réunion des chefs de rubrique. Chacun y propose les sujets à traiter. Les idées sont nombreuses. Commence donc un étrange marchandage. Bon, alors, qui veut de la place et qui est à l'étroit? Moi, je veux pas moins. Toi, tu veux pas moins, d'accord, tu n'auras pas moins. Pas moins du tout. Non, par contre, là, je peux en revendre. Voilà, combien? Donc, par contre, la Belgique, voilà, donc on ne peut pas faire passer Karine de la pub qui est en page 6, 7, 8, 9. Les espaces réservés aux publicités sont déjà placés dans la maquette du journal. Alors entre désir des journalistes et des annonceurs, il faut trouver un équilibre. Le rôle de la secrétaire de rédaction et du responsable graphique. Je le donne à un terre et je le place ailleurs ou... Excusez-moi, je peux vous demander ce que vous êtes en train de faire? On fait un puzzle. On regarde où on peut déplacer les pubs pour essayer d'équilibrer les demandes de chaque rubrique. Et en fonction des publicités en question, parce que c'est soit du marketing ou de la promo ou des pubs externes, on fait attention de respecter aussi l'heure des désiratables. Mais parfois, ils n'ont pas ce qu'ils ont demandé, effectivement. Et dans ces cas-là? Ils se fâchent pas. Ouais, mais on laisse la pub, hein, c'est les journalistes qui doivent à ce moment-là dire tiens, on va plutôt enlever ça, on va travailler ça autrement, ou essayer de regarder un petit peu la possibilité, si on ne sait pas reporter
un sujet un autre jour. Les journalistes s'adaptent. Alors qu'il y a quelques années, certains n'hésitaient pas à parler de frontières infranchissables entre rédaction et régie, aujourd'hui, on préfère évoquer une saine collaboration. Je pense que des deux côtés, on sait jusqu'où on peut aller au niveau de la pub, donc on ne va pas faire des choses intrusives. Et le journaliste, aujourd'hui, sait très bien qu'aujourd'hui, le modèle de financement d'un journal passe par un financement publicitaire. Est-ce que les annonceurs et la pub influencent le contenu? Mais je vais vous dire non, une fois de plus non. Je n'ai pas de demande en ce sens. Je n'ai jamais eu une demande d'annonceur sur le secteur automobile qui me dise « Manu, est-ce que tu peux intervenir pour faire quelque chose dans la Lib, Libro.be, DH.be » Ça n'arrive pas. Ces témoignages le montrent, la dépendance financière est telle que les rédactions ne peuvent plus se permettre d'ignorer la publicité. Mais jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour avoir leur part du gâteau? Notre enquête nous conduit chez Roularta, l'éditeur notamment du magazine Le Vif et du Trends Tendance. Comme beaucoup, Roularta connaît une baisse des investissements publicitaires et pourtant, le directeur de la régie a le sourire. Il nous montre pourquoi. Donc voilà l'exemple de ce qu'on a réalisé récemment avec quelques partenaires sur un thème qui est les fusions et les acquisitions d'entreprises. Un article a priori comme un autre, pourtant il a été commandé par un annonceur qui a payé pour qu'il soit rédigé comme il le souhaite et surtout ressemble à un véritable article du magazine. Le contenu vient d'un annonceur, mais est réécrit par un journaliste freelance de chez nous, non pas de la rédaction indépendante, mais d'une cellule qui s'appelle chez nous Custom Media, et qui va réécrire ce contenu selon l'ADN de la plateforme sur laquelle ce contenu est publié. C'est produit d'une telle façon que ça fait partie de l'expérience de lecture totale du magazine. La typographie ressemble fortement à celle d'un texte neutre, le style d'écriture ressemble fortement à un article neutre, etc. Donc on veut vraiment faire entrer ce contenu dans l'expérience de lecture normale d'un lecteur du support en question. Oui, oui, pour qu'il le vive comme un article écrit par la rédaction normale. Exactement. Et pour ne pas repousser le lecteur, l'annonceur ne sera pas trop souvent cité, mais interviendra plutôt comme expert. Si on travaille par exemple avec une banque, ING ou KBC, enfin n'importe qui, ce sera un expert qui vient de chez eux ou un client qui vient de chez eux qui va raconter son témoignage ou son expertise. Oui, oui, c'est efficace. C'est efficace, absolument, et crédible. Crédible, mais justement, est-ce que le but n'est pas de piéger le lecteur? Roularta assure que non, et pour le prouver, la régie met en avant des balises claires. Cette mention, Information Service, une typographie différente, une nouvelle numérotation des pages, et enfin, ces 2 lignes. Avec Trends Information Service, les organisations peuvent partager leurs points de vue, leurs stratégies et leurs solutions avec la communauté de Trends Tendance. La rédaction de Trends Tendance décline toute responsabilité quant au contenu de Trends Information Service. De quoi éviter toute confusion? Pour le savoir, rien de tel qu'un test. Nos 3 lecteurs volontaires ne connaissent pas le sujet de notre reportage. Nous leur demandons simplement de feuilleter le magazine et ensuite de porter leur attention sur les pages qui nous occupent. Résultat. Pour moi, ça a l'air d'être un article comme les autres, avec... bon, apparemment, ils ont pris 3 spécialistes, donc j'estime que ça a l'air professionnel. Nous les interrogeons alors sur ce qui aurait dû servir de balise. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des choses écrites en petit en dessous? J'avais remarqué, j'ai pas lu. En dessous? Ah non, j'ai pas lu. Est-ce que la mention en bas de page, Trend Information Service, ça éveille quelque chose chez vous? Bon, en fait, j'y fais pas attention quand je le lis. Je fais pas forcément attention à ce petit signe-là. Même s'il ne s'agit que d'un petit test, aucun de nos 3 lecteurs n'a compris que cette parole aux experts est surtout une parole achetée par des annonceurs. Une fois cette nouvelle technique publicitaire expliquée, la réaction est unanime. Mais vous n'avez pas l'impression d'être trompé? Si. Si, parce que je m'attends à lire effectivement quand j'achète un magazine, c'est pour lire les articles du magazine et pas des pubs, effectivement. Si je fais attention à cette mention, ben, j'aurais peut-être pas lu l'article, quoi. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les journalistes de Roularta ne semblent pas avoir contesté ces articles sponsorisés,
Article amené à se multiplier, en Belgique, plusieurs régies offrent déjà cette opportunité à des annonceurs très intéressés. Car l'essence même de la pub, c'est d'être vu partout et tout le temps. Et pour cela, il n'y a pas que les médias. Léna est coiffeuse. Située dans une rue passante, son salon attire de nombreuses clientes, mais pas seulement. Il y a quelques années, un délégué commercial l'a convaincu de louer sa façade. 20 mètres carrés dédiés à la publicité. Mais pour Léna surtout, un moyen d'arrondir ses fins de mois. Alors voilà, les panneaux sont là. Donc par mois, je touche plus ou moins une cinquantaine d'euros. Et voilà, donc c'est une petite somme qui me permet de payer le cadastre ou certaines assurances ou quelque chose comme ça. Il faut prendre le meilleur de la publicité, donc moi je prends ce qu'on me donne et voilà, donc ça me suffit pour l'instant, voilà. Donc en plus ça fait, moi je trouve que c'est joli, ça décore un peu le mur. En Belgique, on compte environ 10 000 affiches comme celle-ci. La société qui loue la façade de Léna en gère 3 000 posées chez des particuliers, toujours dans des endroits stratégiques. Ce que nous vendons, nous, ce sont des contacts à nos clients. Nous vendons, c'est un passage devant un panneau. C'est ça qui est le plus intéressant. Et donc, nous fixons en général le prix en fonction du trafic qu'il peut y avoir devant un panneau. Un système simple et lucratif, c'est aussi ce que pensaient les propriétaires de cette maison, jusqu'à une surprise pour le moins désagréable. Voilà, je rentre en voiture, je ne fais pas attention à l'affiche, parce qu'à la fin ça devient une habitude, puis je lève les yeux et je découvre que c'est une affiche pour le Vlaams Belang. Et quel est votre sentiment à ce moment-là ? C'est un peu le choc parce qu'on se dit que c'est le Vlaams Belang entre chez vous, que vous donnez 20 mètres carrés à exprimer les idées du Vlaams Belang, et puis vous regardez les voitures qui passent et vous dites que tous ces gens sont en train de se dire ah ben tiens, il y a des supporters du Vlaams Belang qui sont très motivés, qui ont carrément collé une affiche sur leur maison. La réaction ne tarde pas. Vitold contacte immédiatement l'afficheur et lui demande d'enlever cette publicité. Alors l'affiche a été enlevée assez rapidement. C'est vrai que les changements d'affiche se font tous les mois ici, et qu'ici, dans les quelques jours, il y a quelqu'un qui est venu enlever tout. Il aurait pu la laisser. Oui, l'afficheur aurait très bien pu laisser cette affiche, puisque rien dans le contrat ne nous protégeait contre ce genre de choses. En fait, rien dans le contrat ne nous permet d'avoir un regard décisionnel sur ce qui est affiché sur notre mur. Au moment de la signature du contrat, les particuliers peuvent poser des restrictions pour empêcher que des affiches indésirables ne soient posées sur leur façade. Sans cela, tout dépend de la bonne volonté de l'afficheur et de l'annonceur. On essaie d'être flexible dans la mesure des possibilités. Oui, ça dépend aussi de l'annonceur. Du taux d'occupation aussi, parce que bon, si on ne le colle pas à l'endroit ici, on peut essayer de le coller 200 mètres plus loin, dans un emplacement, il faut qu'il soit libre, il faut qu'il soit de la même valeur et des choses ainsi. Tout ça est toujours difficile à gérer à partir du moment où on doit gérer en même temps 4000 panneaux à coller au même moment. Et si un particulier dit j'ai une objection vis-à-vis de cette pub, je voudrais qu'on l'enlève et vous essayez de la déplacer et que l'annonceur dit non, si ce n'était pas prévu dans le contrat. Je pense qu'on n'est pas des assureurs, mais on essaie quand même de respecter les contrats. Un risque que pour 500 € par an, Vitold et Léna ont choisi d'accepter. D'ailleurs, ils sont loin d'être les seuls, nous allons le voir, les villes aussi peuvent s'acheter. Dans cet entrepôt, des milliers de publicités s'apprêtent à finir dans les boîtes aux lettres des Bruxellois. Un véritable pactole pour les communes qui ont choisi de les taxer. Avec 7 centimes de taxes par prospectus, la ville de Bruxelles gagne ainsi 1,5 million par an, et ce n'est pas tout. Ce panneau emblématique lui rapporte chaque année 120 000 €. Pour les enseignes des rues commerçantes, le jackpot s'élève à 1 million d'euros. Ajoutez-y les affiches permanentes, temporaires sur du mobilier ou des façades, et vous obtenez un total de 6 millions d'euros de recettes publicitaires, de quoi soulager un échevin des finances. Vous donner une idée, quand on doit financer une école secondaire, c'est environ 15 millions d'euros qu'elle coûte. Mais donc l'annuité, ce que nous devons rembourser à la banque, puisque nous empruntons pour financer, c'est 1 million d'euros. Et donc vous voyez déjà qu'avec 6 millions qui tombent tous les ans, parce qu'on parle bien de tous les ans, le nombre d'investissements en termes d'écoles, de crèches, que l'on peut financer. Lorsque l'on parle de publicité dans les villes, un nom vient rapidement en tête, JC Decaux,
Le leader mondial de l'affichage, présent dans plus de 60 pays avec près d'1 100 000 espaces dédiés à la publicité. Dans les entrepôts bruxellois de l'entreprise, les ouvriers travaillent 6 jours sur 7. C'est ici que les affiches sont enroulées, préparées pour être dispersées dans les 180 communes du pays. En Belgique, tout format confondu, JC Decaux gère ainsi quelques 30 000 espaces publicitaires. Mais attention, ne dites pas à cette société qu'elle fait de la publicité. Le métier de JC Decaux, c'est de financer des services publics grâce à la publicité. Donc c'est de capter une partie du budget publicitaire pour financer des services publics. Et voilà comment JC Decaux s'est fait une place de choix dans les villes, en y installant ses vélos partagés, ses plans de rue et surtout ses arrêts de bus, ou plutôt abribus, marque déposée par l'entreprise. Aujourd'hui, on innove. C'est-à-dire que l'abribus de demain, il va être intelligent, il va pouvoir être interactif, donner de l'information, pas uniquement aux utilisateurs de transport en commun, aussi par exemple aux gens qui visitent, aux personnes qui visitent la ville. On va pouvoir peut-être demain recharger son GSM sur un abribus. L'abribus pourrait aussi servir à diffuser du free Wi-Fi par exemple. Donc il y a un nombre de services que l'on va de plus en plus intégrer dans ces mobiliers urbains, qui sont vraiment des choses qui sont très utiles pour les citoyens. De quoi presque oublier qu'en échange de ce service et parfois d'une redevance versée aux communes, JC Decaux s'offre un peu partout des bouts d'espace public pour y mettre de la publicité. Quelqu'un de provocateur dirait en fait que les annonceurs se payent des villes, quoi. Mais c'est pas faux. Donc objectivement, la méthode qui était employée, c'était que la publicité n'est pas très populaire, et donc ils sont allés un peu par une voie détournée. Donc le plus bel exemple, ce sont les vélos partagés. Tous les partis, quelle que soit leur origine, depuis les écologiques aux partis de gauche, aux partis de droite, adhèrent à ce principe de vélo partagé qui est une nouvelle façon de se mouvoir dans les villes. Mais en fait, derrière ça, ce sont les afficheurs qui sont derrière. Mais c'est vrai que pour un pouvoir public, d'entretenir ce matériel et tout le service qui va derrière était assez lourd. Et donc il y a un compromis qui a été fait dans la gestion de l'espace public et dans la gestion de ce service public, quelque part, qui est une sorte de service public, et de dire, ok, on tolère la publicité, mais en échange, vous nous fournissez un service. Cette publicité permet tout de même à JC Decaux de faire 70 millions de chiffres d'affaires en Belgique, 2,8 milliards dans le monde, mais à nouveau, ce ne sont pas ces sommes que l'entreprise met en avant. C'est un modèle extrêmement vertueux. Donc à partir du moment où vous apportez un service, où la publicité que l'on positionne en ville, ce sont dans des mobiliers qui sont dessinés par les plus grands designers mondiaux, ce sont des écrins dans lesquels on met cette publicité. Nos mobiliers urbains embellissent la ville. Si vous faites des sondages, les gens n'ont pas la sensation que c'est quelque chose qui détériore la ville, c'est quelque chose qui embellit la ville. Un écrin qui embellit la ville, ce n'est pas vraiment ce qui vient à l'esprit de l'échevin des voiries d'Ottigny. Lorsqu'on lui parle de JC Decaux, voici ce qu'il nous montre. Ici, il y avait un abribus magnifique, il y en avait un de l'autre côté aussi. Et vous voyez que tout a été enlevé et que ça laisse effectivement un trou impressionnant. Et voilà à quoi ressemble une zone après le passage de Decaux. S'il n'y a plus d'arrêt de bus ici, c'est que JC Decaux les a tout simplement repris. L'entreprise a choisi de quitter la ville, d'arrêter donc de lui fournir ce service public souvent mis en avant dans son discours. Et cela pour des raisons toutes commerciales. Ottigny est jugé trop peu rentable pour la publicité, un choc pour la commune. Ce que je trouvais un peu dommage, c'est que du jour au lendemain, on est cessé d'être attractif et que donc, quand on n'est plus attractif, au revoir, on nous jette quoi. Vous vous êtes senti déconsidéré Un petit peu, oui. Abandonné. Enfin oui, c'est ça. Quand ils ont décidé de ne pas renouveler, c'était quoi votre sentiment? C'était un peu... D'abord, on était interloqués, puis on s'est senti un peu méprisé, quoi. Je veux dire, comme si on était une ville de seconde catégorie, ou comme si nos usagers avaient moins droit à un abribus qu'à un autre, quoi. Ottigny a donc dû trouver une solution. La ville a acheté ses propres arrêts de bus pour remplacer les anciens. Coût de l'opération, plus de 100 000 € puisés dans les caisses de la commune, un montant auquel s'ajoutera bientôt le prix des nouvelles poubelles, emportées elles aussi par JC Decaux. La dernière étape de notre enquête nous conduit dans la capitale des Alpes, Grenoble. Pour nous
nous guider ce jour-là l'adjointe au maire en charge des espaces publics. Une jeune écologiste fraîchement élue, dont la première mesure a fait grand bruit, elle a décidé de bannir la publicité des rues de la ville. Notre décision, elle est motivée par plusieurs raisons. La première, c'est d'abord la place de la publicité dans nos vies et dans notre ville. On sait que c'est un modèle qui correspond aux villes des années 60, 70, construites pour les automobiles. Et aujourd'hui, on voit bien que les modèles de la ville ont changé, qu'on se tourne vers beaucoup plus les centres-villes, le retour des tramways en ville, le retour de la place du piéton, de la végétalisation, des arbres en ville. Et que finalement, ces grandes affiches publicitaires, elles ne correspondent plus à notre mode de vie et à la ville du XXIe siècle qu'on est en train de construire. La ville n'a pas renouvelé son contrat avec Deco, l'entreprise est donc contrainte d'enlever ses 256 panneaux. Nous aurions aimé filmer ce déboulonnage, mais JC Deco se garde bien de préciser les dates de démontage, y compris à la commune. Cette scène a donc été filmée par la mairie après 2 jours de planque. Autre symbole de crispation, sur ces quelques panneaux encore à démonter, fini les pubs habituelles. Depuis la décision de la mairie, JC Deco y affiche uniquement des campagnes humanitaires. Il y a eu un petit jeu de la part de JC Deco. Certainement, enfin voilà, on peut pas... En tout cas, on remarque qu'on a moins de femmes nues et on a moins de voitures dans l'espace public grenoble. Et les campagnes Médecins sans frontières, histoire de rappeler que le panneau peut jouer un rôle. Après, voilà, je salue la campagne de Médecins sans frontières et des autres associations humanitaires caritatives qu'il y a pu y avoir dans la ville ces temps-ci. Mais il y en a beaucoup ces temps-ci. Il y en a beaucoup plus qu'il y en avait avant. Et beaucoup moins de femmes à demi nues. Quoi qu'il en soit, la ville estime son manque à gagner à 200 000 €. Pour compenser, elle a réduit ses frais de protocole et le nombre de voitures de fonction des élus. Un choix politique qui change la ville des Grenoblois et inspire. Depuis plusieurs mois, la mairie ne cesse de répondre aux questions d'autres villes très intéressées. Qu'on l'aime ou non, c'est sûr, la publicité a encore de belles heures devant elle. Forte de moyens considérables, elle sait toujours trouver son chemin et pour cela, elle peut compter sur des partenaires bienveillants, par dépendance ou simple volonté de tirer profit de cette manne financière impressionnante.